À plus de 80 ans, Diana Ross porte encore en elle des souvenirs qui refusent de s'effacer. Les applaudissements se sont tus, les gros titres se sont estompés, mais le poids de ce qu'elle a traversé reste intact, indélébile. Derrière son sourire impeccable et son succès historique se cache une femme forgée par la perte, les humiliations, les amours brisés et les choix que ni la célébrité ni l'adulation du public n'ont pu réparer. Ce n'est pas l'histoire que l'on s'attend à entendre en prononçant son nom, mais c'est celle que Diana Ross vit depuis des décennies, une existence marquée par un homme, une ville et une vie où la sécurité n'a jamais été acquise. L'histoire de Diana Ross n'a pas commencé par le destin ni par le glamour, elle a commencé par une erreur. Lorsqu'elle naquit à Détroit, ses parents avaient choisi de l'appeler Diane Ernestine Earl Ross. Mais au moment de rédiger l'acte de naissance, le fonctionnaire inscrivit Diana au lieu de Diane. Une simple erreur administrative, passée inaperçue à l'époque, qui allait discrètement réécrire son identité. Diana conserva ce prénom et, au fil des années, elle plaisantait sur le fait qu'il sonnait plus fort, plus élégant, presque comme s'il était destiné à quelqu'un qui devait être vu. Pourtant, ce nom porterait bientôt un poids bien plus lourd qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle grandit au 63 Belmont Street, dans le quartier populaire de North End, au cœur d'un milieu ouvrier façonné par la lutte, l'ambition et la musique. À quelques maisons de la Vivek Williams moquait Robinson, avec qui elle partageait déjà les rêves d'un avenir meilleur. Ensemble, ils chantaient, espéraient et croyaient que la musique pouvait les arracher au monde dans lequel ils étaient nés. Ces premières années ancrèrent en Diana la conviction que réussir n'était pas une option, mais une nécessité, une question de survie. Cependant, la sécurité de l'enfance ne dura pas. À l'âge de 5 ans, sa mère Ernestine tomba gravement malade de la tuberculose, maladie souvent mortelle à cette époque. La peur s'installa durablement dans le foyer. Diana et ses frères furent envoyés vivre chez des proches en Alabama, séparés de leurs parents et de tout ce qu'ils connaissaient. Elle décrira plus tard cette période comme remplie d'une terreur silencieuse, où l'incertitude et l'absence d'amour immédiat devinrent des compagnons constants. Lorsque sa mère guérit, la famille retourna à Détroit, mais leur vie avait changé. Le jour de ses 14 ans, Diana emménagea dans les logements sociaux de Brewster Douglas. Surpeuplés, durs et violents, ces immeubles représentèrent un tournant psychologique pour elle. Elle se souviendra plus tard de cette étape comme d'une nuit de deuil, le moment où elle comprit que si elle voulait une autre vie, elle devrait se battre pour la conquérir. La musique devint alors son refuge et son arme. Aux côtés de Florence Ballard et Mary Wilson, ses voisines et futurs partenaires de scène, Diana trouva une échappatoire. Ensemble, elles répétèrent sans relâche, participèrent à des concours de talent et étudiaient les artistes avec minutie. Diana observait tout, les gestes, les voix, la façon dont les stars imposaient leur présence. Très tôt, elle apprit que survivre dans ce monde exigeait plus que le talent, qu'il fallait aussi comprendre comment se placer sous les projecteurs. À 15 ans, Diana, Florence et Marie, rejointes par Betty M. Seglone, formèrent un groupe inspiré des ensembles vocaux masculins de l'époque, qu'elles nommèrent The Primettes. Elles se présentèrent avec audace au siège de Motown, Hitsville, USA, et bien que Berry Gordy ait initialement refusé de les signer tant qu'elles n'auraient pas terminé leurs études, Diana ne céda pas. Patiente et déterminée, elle attendit des heures devant le bureau de Gordy, chantant avec passion et observant le fonctionnement du métier de l'intérieur. Diana Ross est née dans une époque et un lieu où les contrastes étaient saisissants. Détroit, dans les années 1940 et 1950, était à la fois un centre industriel prospère et une ville traversée par des tensions sociales intenses. La ségrégation et les discriminations raciales y étaient omniprésentes, et les opportunités pour les familles afro-américaines restaient limitées malgré le développement industriel. Dans ce contexte difficile, Diana grandit au 63 Belmont Street, dans le quartier populaire de North End, entourée d'une communauté résiliente mais marquée par les luttes quotidiennes. Sa famille, comme beaucoup d'autres, se débattait avec la pauvreté, la maladie et l'incertitude d'un avenir meilleur. Pourtant, dès son plus jeune âge, Diana manifesta une force intérieure rare, un mélange d'ambition, de curiosité et de sensibilité artistique. Sa famille vivait dans un petit logement modeste où chaque espace était utilisé avec parcimonie. Diana partageait ses journées entre l'école, les tâches domestiques et la musique. Très tôt, elle comprit que la musique n'était pas seulement un passe-temps. C'était une échappatoire, une façon de transcender la dure réalité qui l'entourait. La maison résonnait souvent des chants de Diana et de son frère, et elle passait des heures à imiter les artistes qu'elle admirait à la radio ou dans les disques que sa famille possédait. L'influence de la musique gospel, omniprésente dans la communauté afro-américaine, la marqua profondément. Les voix puissantes et les harmonies complexes de l'Église devinrent son école, lui enseignant la discipline vocale et le pouvoir de la présence scénique. À 5 ans, un événement dramatique bouleversa sa vie. Sa mère, Ernestine, tomba gravement malade de la tuberculose.
À cette époque, la maladie était souvent mortelle et la peur s'installa rapidement dans le foyer. Les frères et sœurs furent envoyés vivre temporairement chez des proches en Alabama, séparés de leurs parents et de leur quotidien familier. Diana se retrouva confrontée à l'incertitude et à la solitude. Elle décrira plus tard cette période comme remplie d'une terreur silencieuse, où chaque absence de nouvelles de sa mère semblait être une menace pour sa survie. Ces expériences marquèrent profondément son caractère, lui inculquant une résilience et une indépendance qui allaient devenir essentielles pour affronter la vie de star qu'elle construirait plus tard. Lorsque sa mère guérit, la famille retourna à Détroit, mais la vie ne redevint jamais la même. Les bouleversements de cette enfance lui apprirent très tôt que le monde pouvait être cruel et imprévisible. À 14 ans, la famille emménagea dans les logements sociaux de Brewster Douglas, un environnement surpeuplé et violent. Là, Diana fit l'expérience directe de la dure réalité sociale et économique de son époque, voisinage tendu, précarité et nécessité de se forger un caractère capable de survivre dans des conditions difficiles. Elle décrivit cette étape comme un moment décisif, un véritable rite de passage psychologique, le point où elle comprit que si elle voulait une autre vie, elle devrait se battre pour l'obtenir. L'environnement des logements sociaux lui enseigna aussi l'importance de l'observation et de la discipline, des qualités qui allaient s'avérer cruciales pour sa future carrière. La musique devint alors non seulement une passion, mais un véritable outil de survie. Aux côtés de ses voisines Florence Ballard et Mary Wilson, Diana trouva un moyen de transcender la réalité de son quotidien. Ensemble, elles formaient un trio inséparable, déterminé à transformer leur talent en échappatoire. Elles répétaient sans relâche, participaient à des concours de talent et étudiaient les mouvements et les techniques des artistes qu'elles admiraient. Diana observait tout avec une minutie presque scientifique. La manière dont une star tenait sa posture, comment elle captivait le public, comment sa voix pouvait transmettre l'émotion. Ses premières leçons d'observation et d'imitation furent cruciales pour son développement artistique. À 15 ans, Diana rejoignit Florence, Mary et Betty M. Seglone pour former un groupe vocal féminin qu'elle nommèrent The Primettes. Inspirée par les ensembles vocaux masculins populaires de l'époque, elle rêvait de réussir dans un monde dominé par des hommes et des rivalités féroces. Elles prirent l'initiative audacieuse de se présenter au siège de Motown, Hitsville, USA, sans rendez-vous ni invitation. Cette audace fut remarquée par Berry Gordy, qui, bien qu'impressionné par leur détermination, refusa de les signer tant qu'elles n'auraient pas terminé leurs études. Beaucoup d'adolescents auraient abandonné face à un refus, mais pas Diana. Sa patience, sa persévérance et sa détermination surpassaient l'ego et le découragement. Elle attendait devant le bureau de Gordy pendant des heures, chantant et observant le fonctionnement du studio. Elle assimilait chaque détail, apprenant non seulement à chanter, mais à comprendre les rouages d'une industrie musicale qui demandait autant de stratégie que de talent. Le processus de formation des Primettes fut exigeant. Chaque répétition, chaque performance dans les concours locaux servait à polir leur son, à perfectionner leurs harmonies et à préparer Diana à être la leader qu'elle allait devenir. Elle ne voyait pas le groupe simplement comme un moyen de s'amuser ou de devenir célèbre. C'était une chance de changer sa vie et celle de ses proches. La discipline, la pratique acharnée et l'observation minutieuse des artistes plus âgés formaient les bases d'une compréhension intuitive du show business. Elle apprenait à survivre dans un monde qui récompensait la visibilité, le charisme et le contrôle de l'image, autant que le talent vocal. Enfin, en janvier, Berry Gordy accepta de signer le groupe à condition que leur nom change. The Primettes devinrent alors The Supreme, un nom que Diana jugea trop sophistiqué et distant, mais qu'elle accepta avec pragmatisme. Comprendre que le succès impliquait des compromis devint une leçon cruciale. La célébrité exigeait souvent de renoncer à certaines préférences personnelles pour s'ouvrir la voie du pouvoir et de la reconnaissance. Le groupe commença alors un long parcours semé de défis, d'échecs initiaux et de moments de doute, mais Diana avait déjà acquis la force et la persévérance nécessaires pour continuer à avancer. Lorsque Supreme commencèrent à enregistrer pour Motown, Diana Ross avait déjà compris que le talent seul ne suffisait pas pour réussir. Berry Gordy, fondateur de Motown, était un stratège impitoyable, attentif aux détails qui faisaient briller ses artistes au sommet de l'industrie musicale. Les Primettes, désormais rebaptisées The Supreme, se retrouvaient sous le regard constant de Gordy et de son équipe. Chaque répétition, chaque performance et chaque séance d'enregistrement était observée et analysée. La pression était immense et le succès ne semblait jamais acquis. Diana, malgré son jeune âge, comprit rapidement que survivre dans ce milieu signifiait non seulement chanter parfaitement, mais aussi incarner un symbole, celui de l'élégance, de la discipline et de l'ambition maîtrisée. Le groupe connut de nombreux échecs initiaux. Leurs premiers singles ne rencontraient que peu de succès et étaient souvent ignorés par les radios et le public. L'échec aurait pu décourager n'importe quelle adolescente, mais pas Diana. Elle voyait chaque rejet comme une leçon, une occasion d'observer et d'apprendre.
Elle notait avec précision ce que Gordy appréciait ou non, les styles vocaux qui plaisaient à l'auditoire et les comportements sur scène qui captivaient le public. Très vite, Diana développa une capacité rare, transformer le doute et l'adversité en moteur de perfectionnement. Ce mélange d'ambition et de pragmatisme allait devenir la marque de son parcours. En 1964, l'opportunité majeure se présenta avec la chanson Where Did Our Love Go? Initialement refusée par d'autres artistes de Motown, la chanson fut finalement attribuée à The Supremes. Curieusement, le groupe lui-même n'était pas convaincu de son potentiel. Mais Berry Gordy insista, pressentant que ce titre pourrait être leur premier succès majeur. Le single devint un immense triomphe, atteignant la première place des charts américains. Ce moment fut un tournant décisif pour Diana et le groupe. Du jour au lendemain, le Suprême passait du statut de novice prometteuse à icône de la musique américaine. Avec la célébrité vint la pression intense. Les Suprêmes ne chantaient pas seulement pour un public, elles représentaient également l'image de Motown et, par extension, la possibilité d'un succès commercial pour les artistes noirs dans une Amérique encore marquée par la ségrégation. Les apparitions publiques étaient minutieusement planifiées, tenues coordonnées, chorégraphies répétées à la perfection, interviews calibrées. Chaque faux pas pouvait être amplifié dans les médias, et Diana apprit rapidement que le contrôle de son image était aussi important que sa voix. Cette période de gloire révéla également des tensions internes. Diana, en raison de sa voix dominante et de sa présence sur scène, devint rapidement le centre d'attention. Berry Gordy la plaçait en avant, sur les photos, les pochettes de disques et lors des interviews. Pour Diana, cette position n'était pas une volonté d'éclipser ses partenaires, Florence Ballard et Mary Wilson, mais une nécessité pour survivre dans un système compétitif. Cependant, pour Florence, cette mise en avant fut ressentie comme une trahison. Sa propre carrière et sa voix, jadis au même niveau que Diana, semblaient désormais éclipsées. La situation atteignit son paroxysme lorsque Florence commença à souffrir de dépression, d'alcoolisme et de traumatisme. Sa fragilité devint un problème aux yeux de Motown et elle fut progressivement mise à l'écart. La tension dans le groupe était palpable, mais Diana, obsédée par la nécessité de maintenir le succès, continua d'avancer, parfois au prix de relations personnelles douloureuses. L'évolution vers Diana Ross et The Supremes fut à la fois symbolique et controversée. Le changement de nom, officiel au début des années 1970, reflétait non seulement la domination vocale de Diana, mais aussi la transformation du groupe en une machine commerciale centrée sur elle. Cette décision provoqua un ressentiment durable, notamment chez Mary Wilson, qui voyait l'unité du groupe brisée. Pour Diana, il ne s'agissait pas d'un geste égoïste, mais d'une stratégie de survie dans un environnement où le contrôle de son image et de sa carrière était essentiel. Elle comprit très tôt que la célébrité ne venait pas seulement avec l'admiration, mais aussi avec la solitude et la responsabilité de porter le poids des décisions de tous. Au sommet de leur succès, les Suprêmes dominaient les charts, surpassant presque tous les artistes de l'époque à l'exception des Beatles. Chaque apparition publique était un événement, chaque chanson un succès assuré. Diana Ross devint un symbole de réussite, mais aussi une cible pour la critique. Elle souffrait de stress intense, d'anxiété et de troubles alimentaires, un fardeau invisible derrière le sourire impeccable qu'elle affichait sur scène. La perfection exigée par Motown et par elle-même était écrasante, et chaque concert, chaque répétition exigeait un effort monumental pour maintenir une façade impeccable. La célébrité révéla également une vérité difficile. La reconnaissance publique ne protège pas contre la douleur privée. Les tensions au sein du groupe, les sacrifices personnels, les nuits d'insomnie, la peur constante de l'échec et l'épuisement physique devinrent une routine. Diana apprit à naviguer entre succès éblouissant et souffrance silencieuse, forgeant ainsi un caractère à la fois résilié et vulnérable, une dualité qui allait la définir tout au long de sa carrière. La décision de quitter The Supremes pour se lancer dans une carrière solo ne fut pas un simple choix artistique. Elle marqua un tournant décisif dans la vie de Diana Ross. Après des années passées à porter le poids du groupe et à incarner l'image centrale de Motown, elle devait désormais faire face à la célébrité sans le filet de sécurité que représentait le groupe. La responsabilité qui pesait sur elle était immense. Chaque succès ou échec lui revenait entièrement. Lors de son premier single solo, En no Muntan Ayoneuf, sorti, l'enthousiasme du public fut immédiat et écrasant. Les radios ne cessaient de le diffuser et la chanson grimpa rapidement au sommet des charts. Le succès démontra que Diana pouvait s'imposer seule, qu'elle n'avait pas besoin de The Supremes pour séduire le public. Mais cette réussite ne vint pas sans coup. Le triomphe était éclatant, mais la pression psychologique doublée. Il n'y avait plus de groupe pour partager les responsabilités, plus d'alliés proches pour amortir les coups. La gloire venait avec l'isolement. Les concerts solos étaient physiquement et émotionnellement exigeants.
Diana se produisait jusqu'à 6 fois par jour, jonglant entre performances live, répétitions et apparitions médiatiques. Ses nuits étaient souvent courtes, remplies d'anxiété et de doutes. Le stress la poussait à des comportements extrêmes. Troubles alimentaires sévères, anxiété paralysante avant chaque performance et crise de panique fréquente. Chaque moment sur scène nécessitait une maîtrise complète de son corps et de ses émotions. Diana devait sourire, performer et séduire, même lorsque la douleur et la fatigue la submergeaient. Parallèlement, elle s'aventura dans le cinéma, déterminée à prouver que son talent dépassait la musique. Le rôle de Billie Holiday dans Lady Sings the Blues représentait un défi colossal. Elle n'avait aucune formation d'actrice et l'industrie doutait de ses capacités. Pourtant, Diana livra une performance intense et bouleversante, montrant toute sa capacité à incarner des émotions complexes. La critique fut stupéfaite et elle reçut une nomination aux Oscars, un exploit historique pour une actrice noire à cette époque. Mais ce triomphe fut doublement pesant. Elle absorbait émotionnellement la douleur de son personnage, une femme confrontée à la dépendance, à l'abandon et à la marginalisation. Cette immersion dans la souffrance de Billie Holiday la marqua profondément et laissa une empreinte durable sur son équilibre personnel. Malgré ce succès cinématographique, ses projets suivants révélèrent la fragilité du système hollywoodien. Mahogany et The Wiz, deux productions majeures, furent accueillies avec scepticisme ou critiques mitigées. Le succès commercial et critique n'était pas garanti, et Diana ressentit de plein fouet l'injustice d'une industrie qui hésitait à investir dans des rôles majeurs pour les artistes noirs. Les échecs, bien que temporaires pour certains, renforçaient la pression constante. Chaque projet devenait un test de sa légitimité, de sa résilience et de sa capacité à survivre dans un monde qui pouvait être aussi cruel que glorifiant. Parallèlement à ses défis professionnels, Diana Ross dut gérer des tragédies personnelles qui marquèrent sa vie à jamais. L'assassinat de Martin Luther King Jr. la bouleversa profondément. Elle écrivit plus tard que sa mort l'avait plongée dans une dépression intense, rendant le monde insupportable à ses yeux. Malgré sa douleur, elle monta sur scène le lendemain, modifiant même les paroles de ses chansons pour honorer le souvenir de King, incarnant la résilience et le dévouement au public malgré un chagrin intime dévorant. Puis vinrent les maladies et les pertes familiales. La lutte contre le cancer de sa mère força Diana à jongler entre ses concerts et les soins auprès de sa famille. Elle admit plus tard que l'un de ses plus grands regrets était de ne pas avoir annulé certains spectacles pour rester à ses côtés. Cette période lui enseigna que parfois, la véritable force ne réside pas dans la persévérance coûte que coûte, mais dans la capacité à s'arrêter et à être présente pour ce que l'on aime. Ces expériences douloureuses marquèrent son rapport à la célébrité. Elle comprit que le succès et l'admiration publique ne protégeaient pas contre la douleur et que la célébrité pouvait masquer, mais jamais guérir, les blessures personnelles. L'amour, quant à lui, devint un terrain complexe et souvent douloureux. Sa relation avec Berry Gordy, qui avait commencé durant l'ascension des suprêmes, mêlait passion, ambition et secret. Ensemble, ils façonnèrent une partie de l'histoire de Motown, mais leur romance ne fut pas sans conséquences. La naissance de sa fille Rhonda et le secret autour de la paternité biologique ajoutèrent une couche supplémentaire de complexité et de poids émotionnel à sa vie. Le maintien de ce secret pendant des années fut un fardeau silencieux, un témoignage du prix que Diana payait pour protéger sa famille tout en poursuivant sa carrière. Alors que sa carrière solo prospérait, Diana affrontait également des ruptures et trahisons dans sa vie amoureuse. Son mariage avec Robert Silverstein, bien qu'offrant une apparence de stabilité, finit par se terminer et ses relations suivantes connurent des humiliations publiques et des séparations douloureuses. Le divorce d'Arney Jr. révélé lors d'une interview télévisée plutôt que par un dialogue privé, fut particulièrement humiliant, soulignant comment la célébrité pouvait transformer les épreuves personnelles en spectacles médiatiques. À travers toutes ces épreuves, Diana Ross développa une force intérieure exceptionnelle, mais également une vulnérabilité invisible aux yeux du public. La femme qui brillait sur scène et inspirait par sa perfection affichée cachait des traumatismes, des regrets et des douleurs que la célébrité ne pouvait ni apaiser ni protéger. Sa carrière solo, aussi brillante soit-elle, s'accompagna de sacrifices personnels et de pressions émotionnelles qui façonnèrent profondément son caractère et sa vision de la vie. Au début des années 2000, les fissures dans la vie soigneusement contrôlée de Diana Ross devinrent visibles au monde entier. Après des décennies passées à cacher sa douleur derrière des sourires et des performances parfaites, l'accumulation d'humiliations publiques, de pertes personnelles et de chagrins non résolus se manifesta sous la forme d'une dépendance. La célèbre diva, qui avait défié les plus grandes attentes, se retrouva confrontée à ses propres limites. En mai, elle entra dans un centre de réhabilitation haut de gamme à Malibu. Les communiqués officiels minimisaient la gravité de la situation, évoquant des problèmes personnels. En réalité, Diana luttait contre l'alcool et les médicaments sur ordonnance.
Ses enfants insistaient pour qu'elle se fasse aider, conscients que la pression constante de sa vie publique et de ses obligations artistiques ne lui laissait aucun répit. Après quelques semaines, elle quitta l'établissement, reprenant immédiatement les tournées. Ce schéma, traitement, déni, rechute, devint un cycle dangereux et récurrent. La situation atteignit son paroxysme à Tucson, lorsqu'un soir, la police intercepta son véhicule après l'avoir vu zigzaguer sur la route. Son taux d'alcoolémie était 2 fois supérieur à la limite légale. Elle trébuchait, ne pouvait pas réciter l'alphabet, riait nerveusement et tombait durant les tests de sobriété. L'arrestation fut filmée et diffusée dans le monde entier. Pour la première fois, le public vit Diana Ross non pas comme l'icône impeccable, mais comme une femme en détresse manifeste. Le tribunal la condamna à une peine de prison avec sursis, une mise à l'épreuve et des amendes. L'exposition médiatique transforma sa réputation. De légende intemporelle, elle devint symbole de chute publique. Cette humiliation ne fit qu'amplifier la douleur intérieure. Diana retourna en cure plus tard dans l'année, pour une période plus longue, tentant de reprendre le contrôle. Mais la sobriété seule ne pouvait effacer les traumatismes accumulés au fil des décennies. Sa vie avait été marquée par des pertes irréversibles et des tragédies que ni la célébrité ni la fortune ne pouvaient atténuer. Bien avant cette période, une autre tragédie familiale avait laissé des cicatrices profondes. Son jeune frère, Arthur Toby Ross, et son épouse furent retrouvés assassinés dans une banlieue de Détroit. Leurs corps restèrent découverts pendant des semaines, ligotés et étouffés. Diana avait toujours craint que l'instabilité d'Arthur ne mène à un drame. Elle ne put assister aux funérailles et envoya sa fille Tracy pour lire une lettre à sa place. La culpabilité la poursuivit longtemps. Survivre alors que son frère avait péri, n'avoir pu le sauver, ressentir ce mélange déchirant de chagrin et de responsabilité silencieuse. Sa vie publique continua de subir des revers. D'anciens employés l'accusèrent de cruauté et de représailles, allant jusqu'à diffuser des lettres interdisant leur réembauche. Des procès suivirent, certains réglés par des accords financiers. Les carrières furent brisées, la réputation de Diana se durcit, et son image d'icône élégante devint plus froide et controversée. Même ses gestes les plus anodins, lors de cérémonies publiques, furent scrutés et transformés en incidents viraux, alimentant le récit d'une Diana Ross dépassée, isolée et parfois incomprise. La célébrité, qui autrefois la protégeait, amplifia désormais chaque erreur. Les amis la décrivaient comme isolée, prudente et repliée sur elle-même. Les lumières de la scène n'étaient plus qu'une façade. Derrière elle, Diana portait encore tout le poids de sa vie. Les épreuves avaient laissé des traces profondes. Le frère qu'elle n'avait pu sauver, la mère qu'elle avait vue mourir trop tôt, les mariages et amitiés brisés par l'ambition et la trahison, les humiliations publiques qui ravivaient chaque douleur passée. Malgré ces défis, Diana Ross continua à se produire occasionnellement. Elle montait sur scène, saluée par des publics en admiration, mais chaque retour derrière les projecteurs lui rappelait que la gloire ne comblait pas les blessures du passé. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, elle mène une vie plus discrète, concentrée sur la famille, les enfants et les petits-enfants, privilégiant la présence réelle plutôt que la reconnaissance publique. La célébrité ne l'attire plus. Elle reste à distance, conscient que les applaudissements ne remplacent jamais l'amour et que le succès n'efface jamais la douleur. Diana Ross a appris que la reconnaissance publique et la fortune ne guérissent pas les pertes profondes, que la célébrité vient avec un prix invisible et que le véritable héritage réside autant dans les vies touchées que dans les sacrifices consentis. Son histoire, complexe et marquée par la triomphe et les tragédies, rappelle que le succès exige parfois plus que ce qu'une personne peut donner et que les blessures qu'il laisse peuvent durer toute une vie. À plus de 80 ans, Diana Ross demeure une figure légendaire, mais derrière l'éclat des projecteurs et les succès historiques se cache une vie façonnée par la douleur, les sacrifices et les choix impossibles. Sa trajectoire illustre que la célébrité n'est jamais une protection contre les tragédies de la vie, mais qu'elle peut amplifier chaque perte, chaque humiliation, chaque blessure émotionnelle. Diana a connu l'ascension fulgurante, la gloire mondiale et la reconnaissance artistique. Elle a transformé l'histoire de la musique américaine et ouvert des portes pour les artistes noirs dans un monde longtemps dominé par des préjugés et des barrières systémiques. Ses succès avec The Supreme, puis en solo, ses performances cinématographiques et son influence culturelle sont incontestables. Pourtant, cette réussite a toujours eu un prix invisible. Derrière chaque victoire se cachait une série de sacrifices personnels. Les amitiés brisées, les relations amoureuses compliquées, les pertes familiales et les blessures émotionnelles jamais cicatrisées. La célébrité ne lui a jamais permis de se reposer. Même lorsqu'elle atteignait le sommet, la pression de maintenir une image irréprochable et de performer sans faille l'accompagnait constamment. Elle a vécu l'humiliation publique, l'isolement et le doute de soi tout en restant une icône mondiale. L'expérience montre que le succès et la reconnaissance ne sont pas toujours synonymes de bonheur.
Pour Diana, la survie et le contrôle étaient essentiels, et ces notions ont guidé chacune de ses décisions, parfois au détriment des autres et parfois au détriment d'elle-même. Son héritage n'est pas seulement musical. Il est aussi humain et émotionnel, composé de leçons sur la résilience, la complexité de la célébrité et la manière dont les choix façonnent notre vie. Elle a appris que l'amour et l'attention ne peuvent être remplacés par les applaudissements, que la reconnaissance publique ne comble jamais les absences et que les pères personnels continuent de vivre en nous, peu importe la grandeur de nos accomplissements. Diana Ross accepte aujourd'hui cette réalité avec une lucidité étonnante. Elle n'essaie plus de se réinventer ni de prouver quoi que ce soit au monde. Elle se concentre sur la famille, les enfants, les petits-enfants et sur la paix intérieure qui lui avait longtemps échappé. Ses relations les plus profondes, comme celles qu'elle entretenait avec Michael Jackson, restent intactes dans la mémoire et le respect, sans avoir été exposées au jugement public. Cela illustre l'équilibre fragile entre la vie publique et la vie privée, un équilibre qu'elle a finalement appris à préserver. À travers chaque épreuve et chaque triomphe, Diana Ross démontre que la grandeur ne se mesure pas seulement par les succès visibles, mais aussi par la capacité à continuer malgré les douleurs invisibles, à avancer malgré les cicatrices et à transmettre ce qui compte vraiment, l'amour, la résilience et la présence sincère auprès des siens. Et voilà, c'était l'incroyable parcours de Diana Ross, une légende qui a tout connu, le succès, l'amour, la gloire, mais aussi les blessures, les trahisons et les pertes. Sa vie nous rappelle que derrière chaque icône, il y a des combats invisibles et des sacrifices que personne ne voit. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que le prix de la célébrité valait tous ces sacrifices? Est-ce que la gloire peut vraiment compenser les pertes personnelles? Si cette vidéo vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres histoires surprenantes derrière les légendes que vous croyez connaître. Et surtout, n'oubliez jamais, derrière chaque sourire public, il y a une histoire que seuls quelques-uns connaissent vraiment.